Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette conférence un peu particulière. Vous allez assister à quelque chose d'un peu particulier, c'est le cas de le dire. C'est pas tout à fait au point, vous allez voir. On est encore en pleine répétition, on cherche des choses intéressantes. On appelle ça, c'est un nouveau concept, conférence animée. Ou conférence théâtralisée, conférence spectacle. Attention, pas conférence gesticulée, ça n'a rien à voir, c'est une autre affaire ça. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à essayer de déstructurer ce que vous avez l'habitude de voir lors d'une conférence pour le rendre plus vivant et y apporter des petites notes artistiques, des respirations, de l'émotion, de la poésie, du rire et puis peut-être même des notes de musique. Donc si vous êtes prêts à embarquer avec nous dans cette conférence, eh bien on ne va pas tarder à y aller. La seule chose que je vous demanderai, c'est de garder toutes les questions que vous allez avoir. Vous en avez peut-être déjà, mais c'est sûr que vous allez en avoir d'autres tout au long de cette conférence. Gardez-les pour la fin, notez-les si vous avez peur de les oublier, et puis il y aura un temps pour un échange avec les conférenciers à la fin de cette soirée. Voilà. Eh bien écoutez, à propos de conférenciers, ils sont où les conférenciers? Vous n'avez pas vu des conférenciers? Moi j'ai croisé des trolls, mais des conférenciers, j'en ai pas vu. Allez, voilà. Ah. L'oignon. Oui. Accessoire, oignon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça là? On a répété, Wilfried. Faut l'éplucher et tu comptes le nombre de pelures et normalement c'est censé te dire si l'hiver va être froid ou Le pas. truc de grand-mère. Oui, mais ça marche, Wilfried. Ça marche, ça marche. Ouais, vas-y, je t'en prie. Compte. Fais ton job un peu. Fais mon oignon. C'est bon, il y a les pieux qui piquent. On n'est pas là pour trop rigoler quand même, Wilfried. Est-ce que tu peux me dire s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Enfin, si tu as analysé le truc, c'est quoi? Bah, je trouve que c'est pas mal. Hein. Il y en a beaucoup? C'est assez gros là. L'hiver va être rude? L'hiver va être rude, ouais. Ok. Froid. Tu vois un peu où je veux t'emmener du coup? Est-ce que, si l'hiver va être rude, on a quoi comme mode de chauffage du coup? Ah bah il y a le fuel, le gaz, Arrête. t'as plein de choses. T'as pas compris le concept. Nous on est conférenciers. On est censé être sérieux. Si tu veux le savoir, c'est nous. Donc en fait on va être un peu sérieux. On est là pour parler du bois, il me semble. J'ai vu qu'il y en avait pas mal autour de nous en venant, mais je m'interrogeais, juste pour une petite mise en bouche, est-ce que tu penses qu'il y en aura assez? Alors oui, je pense qu'il y en a assez. C'est simple, prenons une abscisse, une ordonnée et une abscisse. J'ai appris ça quand j'étais à l'école. T'as du mal à la dessiner, j'ai l'impression, ton ordonnée. Alors je la refais. Une ordonnée, une abscisse. Ça arrive, l'ordonnée et l'abscisse ou pas? J'étais juste pas prêt. J'étais tellement passionné par votre intro. D'accord. Non mais après je peux expliquer. Non, moi je pense que là, je pense que tu l'abscisse. fais ça uniquement pour que les gens comprennent bien que c'est toi qui décides. Voilà. Ouais. Non mais Il faut parler d'astuces. ils nous ont jamais aussi bien fait l'intro. Ah, mais c'est Hein, bien, c'est pour dommage des que gens tu- qui sont pas prêts quand même. C'est dommage que tu les interrompes. Allez, vas-y. Allez. En tout cas, l'ordonnée, donc verticale, elle nous permet d'avoir une image de la surface forestière en France, et l'abscisse nous donne le temps. Et si on se met à 1850, on s'aperçoit que la surface forestière ne cesse de monter jusqu'à aujourd'hui, en gros 2000-2020. Ça, c'est le schéma classique en France, mais c'est aussi le schéma qui correspond bien au département de la Haute-Savoie. On a un accroissement, donc l'accroissement, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est la quantité de bois qui est produit tous les ans, en plus du capital. On a des millions de mètres cubes de bois, et ben il y a des centaines de milliers de mètres cubes qui sont produits tous les ans, le bois grand. Donc on peut se dire, si on gère bien la forêt, que ce bois qui s'accroît tous les ans, si on le prélève, on ne réduit jamais la surface forestière. Et bien aujourd'hui, on ne prélève même pas la moitié de l'accroissement de la forêt de la Haute-Savoie. Tout produit confondu, hein. Bois d'œuvre, bois énergie, bois d'industrie. Donc on n'a pas vraiment de problème aujourd'hui de Quelle quantité du coup qu'on prélève de l'accroissement? à peu près 50%. À peu près 50%. Alors peut-être qu'il y a des problèmes avant, je sais pas tu sais comment ça s'est passé? C'est ce que je voulais me permettre de me servir de ton graphique parce qu'effectivement là tu nous montres le truc depuis 1850 et 2020. Je pense qu'il va quand même falloir, alors je te rejoins, hein, c'est pas un problème de ressources, on a la quantité de bois, par contre il va falloir, et je pense que c'est un peu quand même l'objet de ce soir, qu'on soit particulièrement vertueux dans son utilisation parce que
Si on revient un petit peu avant, donc si on revient aux alentours des années, allez, moins 15 000. Alors voilà, j'ai vu que tu avais quelques cheveux blancs, mais tu ne devais pas encore être né. Moins 15 000, c'est quoi? C'est la fin de l'ère glaciaire. Qu'est-ce qui se passe? Les forêts sont en pleine expansion, hein, on le voit sur le graphique, voilà, les glaciers diminuent, les glaciers diminuent, exactement, la forêt s'accroît. Du coup, l'homme, lui, apprend à faire du feu et se dit, c'est pas mal comme source d'énergie parce que je me caillais un peu jusque-là avec ma peau de bête. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le bois. Et là, forcément, l'homme utilisant le bois, et on va le voir tout au long de la soirée, l'utilisant plutôt mal, voire très très mal à cette époque, on a une baisse progressive, de la surface forestière en France. Et il faut savoir que quand on arrive sur les années 1800, le problème de l'époque, le problème environnemental de l'époque, c'est la surexploitation. Notre problème environnemental de l'époque, c'est la surexploitation. Et la solution, entre guillemets, écologique à ce problème environnemental, c'est la découverte des énergies fossiles. Voilà. Le charbon. Le charbon en premier, et puis les autres, fuel, gaz, etc. Donc, je te rejoins. On va utiliser le bois, on va voir comment bien l'utiliser parce que c'est important qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs qu'on a déjà connues par le passé. Merci. Très bien. Ça, c'est une belle introduction, messieurs. Merci. Oui, elle était très bien, concise. Moi, On garde? Oui, on garde ça. On garde ça pour les prochaines fois. Est-ce que vous avez bien vérifié si vos micros fonctionnaient? Bonne question. C'est bon. A priori, oui, c'est bon. Très bien. On me dit dans les écouteurs, comme oreillette, que c'est bon. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'après cette si belle introduction, on va se faire une petite virgule poétique, avec un texte de Christian Descamps qui s'appelle La belle forêt de France. Mais avant ça, jingle. Qu'est-ce que c'est que ce jingle? Non, mais Sandy, t'as pas trouvé autre chose? Si, on a un jingle. Mets-nous un truc un tout petit peu plus jeune, quoi, parce que de Pont d'Avignon. Tu fais exprès, c'est ça? Non, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un truc de boîte de nuit? C'est David Guetta? C'est quoi ça? Mais non, mais fais-nous quelque chose en rapport avec le thème. Ah, voilà un jingle. Ok. La belle forêt de France, Christian Descamps. Rien ne va plus dans la belle forêt de France. J'entends dire partout. Nous sommes tous frênes. Pourtant, j'ai entendu crier. Les érables, dehors! il y a longtemps que les hêtres ne sont plus frênes, qu'ils ne vont plus au boulot avec autant de charme. Il faut dire que ces êtres étaient peu pliés aux ordres, en particulier sur les chaînes des sites web, bien avant la conférence de la haie. Alors, on fit venir des érables qui, paraît-il, sont plus durs de la feuille, mais qui sont quand même des bois qui travaillent. On mit les érables sur les chaînes et petit à petit, on les vit derrière les bennes à ordures. Histoire d'y voir plus clair. Et le temps passa. Les êtres se retrouvèrent bien vite sans boulot. Ça, on ne peut pas le nier. Que faire? Il y avait bien des solutions. Que les érables rentrent chez eux, mais voilà. Ce n'est jamais facile de demander à des arbres que l'on a déracinés d'aller se faire enraciner ailleurs. Surtout quand ils sont protégés par l'Office national des forêts. Parce qu'ils se sont bien reproduits. Malgré tout, Cluda est reparti chez lui. Un nœud dans le cœur. Travailler dans d'autres branches. Tout est bien compliqué dans cette belle forêt de France. Les êtres reprochent aux érables d'être venus manger leur pain, Mais laissons les conifères. et qu'elles fassent bien ce qu'elles veulent. Ah, si seulement la belle forêt de France retrouvait tous ses charmes. Les êtres, Les érables, Les ifs érables, redeviendraient tous frênes. On ouvrirait l'acajou aux oiseaux et personne ne serait plus jamais saule. Mais sera-ce possible tant qu'il y aura des hommes? Alors, est-ce qu'on se présenterait pas, Wilfried, maintenant Peut-être qu'on a... peut revenir l'espace d'un instant à quelque chose d'un peu plus classique. Julien Crozat, il est un expert en bois énergie, il travaille pour le bureau d'études EPOS, il s'occupe notamment de dimensionner et d'aider les collectivités à installer des chaufferies bois. Et Wilfried Tissot, qui travaille pour l'Association des communes forestières, donc pour des collectivités, qui l'accompagne sur tous les sujets de transition énergétique en lien avec la forêt et la filière bois. Voilà, c'est nous deux qui vous accompagnerons ce soir. Alors,
peut-être quand même commencer par vous dire qu'on ne va pas non plus tout vous expliquer ce soir, parce que finalement, le feu est découvert depuis bien longtemps. Ça fait 450 000 ans qu'on sait faire du feu. Donc je pense que vous savez tous ici faire du feu. Par contre, il y a des petites subtilités qu'on verra plus tard. Donc ce feu, on le sait l'utiliser, le manier depuis très longtemps. Et puis, il est culturellement très fort dans nos montagnes. C'est un élément culturel très fort, c'est un élément social. On va faire du bois de chauffage ensemble, parce qu'avant d'allumer le feu, il faut faire le bois de chauffage. Donc on va faire du bois de chauffage, on va aller faire l'affouage. Je ne sais pas si certains connaissent ce nom, j'imagine, mais faire l'affouage ensemble, donc c'est quelque chose de très social. On fait ça avec son fils, on fait ça avec son voisin. On travaille ensemble. Et après, eh bien, quand tout ceci est prêt, quand tout ceci est bien sec et bien entreposé, eh bien l'hiver, on met sa bûche dans le poêle, on se retrouve au coin du feu, les pieds en éventail, on sirote un petit verre de bon vin avec quelques amis, et là on a une belle flambée, hein, et cette chaleur qui est jugée comme étant bien meilleure que la chaleur d'un radiateur, c'est tout ça, c'est toute cette culture-là qu'on a du mal à se défaire et qu'on n'a pas envie de se défaire. Donc il va falloir garder tout ça, mais en appliquant peut-être des méthodes qui vont nous permettre d'éliminer certaines nuisances dues à cette activité-là. Les nuisances, en l'occurrence, en voici une. Hein, vous reconnaissez bien ces montagnes, la vallée de l'Arve. Et ben là, on a une belle nappe de pollution. Ça peut être joli, mais en tout cas, ça peut être aussi très néfaste, notamment pour la santé. On verra ça tout à l'heure. Donc cette nappe de pollution, on entend beaucoup parler des particules fines, mais en fait, il y a plein de choses là-dedans. Donc on va voir comment est-ce qu'on pourrait éliminer cette nappe de pollution, en tout cas pour la partie bois. Hein. Et donc on espère qu'à la fin de cette conférence, on ait tous les petits trucs et astuces pour largement diminuer cette nappe de pollution. Comment diminuer cette nappe de pollution? Déjà en étant au courant de ce qui se passe, de ce qui pollue. Et vous avez un site internet qui s'appelle Atmo. Alors Atmo, c'est une association, hein, mais qui vous permet d'évaluer le risque que vous avez de pollution tous les jours. Tous les jours, on a ça, on a un risque de pollution. Atmo surveille 14 polluants, et tous les ans, je dirais qu'ils en rajoutent quelques-uns. On a par contre seulement 5 polluants qui sont analysés tous les jours et présentés sous forme cartographique et qui vous permet vraiment d'évaluer le risque de pollution que vous avez chez vous. On a ça sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a un certain nombre de polluants. On a l'ozone, on a j'arrive pas trop à lire les particules fines, on a... On y reviendra largement sur les polluants. Tout à fait. Quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire ça? Excuse-moi, je t'interromps, là, Wilfried, c'est bien. C'est intéressant cette histoire de cartographie. C'est quotidien, tu dis? Ah, c'est quotidien, c'est tous les jours. Eh ben oui, si c'est tous les jours, c'est quotidien. Donc, moi, j'aimerais que tu me essayes de le faire sous forme de bulletin météorologique, je sais pas. Ah, bah bien sûr. Une Évine d'Eliade. Samedi 23 octobre, l'anticyclone encore bien installé, couplé avec un air froid et sec, permet une accumulation des polluants sur l'ensemble des vallées alpines encaissées, Maurienne, Tarentaise et vallée de l'Arve. La qualité de l'air est qualifiée de moyenne à mauvaise sur l'ensemble de la région. À partir de dimanche et lundi, un vent de nord favorise la dispersion des polluants et de la couverture nuageuse. Les températures seront favorables à la qualité de l'air et les indices vont revenir à des qualités bien meilleures. Éphéméride, lever du soleil à 7h50, coucher du soleil à 19h40 et nous fêterons les Martines et les Gérard. Ben voilà, c'est très bien ça. Excellent. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. On regarde. Et c'est utile surtout. Hein. Du coup, ce qui va nous intéresser, là on va rentrer un petit peu plus dans la technique, c'est d'essayer de comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe quand on a une combustion? Alors là on va parler de bois, mais vous allez voir qu'on va voir régulièrement des parallèles entre en fait, la combustion d'un moteur thermique et la combustion de votre bois-bûche dans votre poêle, puisqu'on est à peu près sur les mêmes mécanismes. Donc un petit temps un petit peu technique pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on fait un feu. Déjà, il faut comprendre que quand on fait un feu, on a besoin factuellement de 3 éléments. Alors, le premier, il nous vient assez rapidement, on l'a cité plusieurs fois, c'est le carburant ou le combustible, c'est la même chose, c'est le bois. Ça, je l'élimine, ça nous vient rapidement en tête, il n'y a pas de souci.
Le deuxième, le comburant. Le comburant, alors bon, ça c'est aussi le bureau d'études. Hein. Le comburant, c'est voilà. l'oxygène. Hein. C'est un nom un petit peu plus élaboré pour parler du dioxygène, effectivement, qu'on va choper dans l'air. Et le troisième, il est moins évident, mais en fait, quand on vous le dit, ah bah oui, c'est vrai, il en faut. Et en fait, c'est assez déterminant aussi, c'est la chaleur. Voilà. Il nous faut systématiquement du combustible, de l'oxygène et de la chaleur. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer... C'est l'équilibre, hein. L'équilibre qui permet de ne pas polluer. Exactement. Et si on le déséquilibre, on met trop de combustible, trop de chaleur, ou pas assez de chaleur, ou pas assez d'oxygène, et ben on pollue. C'est effectivement ce triptyque et l'équilibre entre ces trois composés-là qu'il va falloir arriver à bien gérer. Pourquoi il va falloir gérer ces trois composés-là? Et pour ça, il faut comprendre comment se passe la combustion, et le fil rouge d'une combustion, en tout cas le fil rouge que je vous propose de prendre aujourd'hui, c'est la température à l'intérieur du foyer. C'est ce qui va nous guider pour la description du mécanisme de combustion. Donc vous avez votre poêle, votre insert, votre cheminée, hein, tout ça c'est pareil, hein, des fois on fait des défauts de langage en ramenant ça au poêle, mais c'est pareil pour les autres matériels. Vous avez votre poêle, vous allez l'allumer, il fait donc 20 degrés dans votre pièce, votre poêle est à 20 degrés. Jusque-là, pas de souci, vous l'allumez, qu'est-ce qu'il fait? Il va progressivement monter en température. La montée en température, quand on est entre 20 et 150, 200 degrés, à cette étape-là, la seule chose qui se passe à peu près, c'est du séchage. Voilà. Votre bois, même quand on parle de bois sec, il contient encore à peu près 20% d'humidité. Donc ces 20% d'humidité, il va falloir les enlever par évaporation. Voilà. Et donc les fumées contiennent à ce moment-là, quasiment essentiellement, de la vapeur d'eau. Voilà. Quand on atteint ces 150, ces 200 degrés, l'étape suivante, c'est la pyrolyse. C'est-à-dire qu'il commence à faire suffisamment chaud pour que le bois non pas brûle, mais commence à se transformer par pyrolyse. Il va se transformer en trois composantes. C'est toujours ces trois-là. Des gaz, qu'on appelle des gaz de combustion, du charbon et des goudrons. Voilà. Il y a toujours ces trois composants-là, quel que soit le combustible qu'on utilise, que ce soit de la bûche, du granulé, de la sciure, de la plaquette. Okay. Ce qui va changer, c'est la proportion entre les trois. Voilà. La proportion entre ces trois composants varie en fonction de la température, on va y revenir, et en fonction du type de combustible. Ce soir, on est dans le cas du bois bûche. Ces trois composants, quand on est aux alentours de 400-500 degrés, c'est à peu près un tiers de gaz, un tiers de charbon, un tiers de goudron. Voilà. En ordre de grandeur, hein. Ça peut varier, mais on a ces trois composantes-là. Et à cette température, en fait, on a quasiment peu de moyens de les éliminer. Une grande partie va partir dans les fumées, ces trois composantes. Donc on est à une température qui est encore insuffisante pour les éliminer correctement, et donc c'est là qu'on va polluer beaucoup, en tout cas qu'on va relâcher ces composants. L'intérêt, c'est que la pyrolyse, elle continue son œuvre et qu'on va continuer à avoir une montée en température à l'intérieur de notre corps de chauffe. Et quand on va atteindre les 800 degrés, 700-800 degrés, d'une part, on va changer la proportion entre ces trois composantes. On ne va pas avoir un tiers, un tiers, un tiers, on va avoir 50% de gaz, 30% de charbon et 20% de goudron. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir changé ces proportions? C'est qu'à cette température, les 50% de gaz, on les brûle. À cette température, on brûle les gaz de combustion. Donc alors qu'on ne les brûlait pas quand ils étaient à un tiers de gaz dans la pyrolyse. Alors qu'on ne les brûlait pas, oui, ça c'est ce que je dis, il faut effectivement le répéter, quand on a une température inférieure de 700-800 degrés, on ne brûle pas ces gaz. En tout cas, ils sont mal brûlés. Il faut vraiment atteindre cette température de 700-800 degrés pour pouvoir les brûler. Donc il y a un premier avantage, c'est que la majorité de ce qu'on produit, c'est du gaz et qu'on le brûle. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette température. Le deuxième, c'est du charbon, 30%, hein, je répète. C'est pareil, on en brûle une grande partie quand on atteint ces températures-là. Et le dernier, c'est les goudrons, et les goudrons, il faut savoir qu'on ne les brûle pas. On n'a aucun moyen de les éliminer. Donc les goudrons, tout l'intérêt, c'est de monter suffisamment en température pour baisser leur proportion, pour que la pyrolyse en produise le moins possible. Et donc la flamme qu'on voit là, c'est essentiellement la combustion des gaz. Et cette flamme, plus elle est grande, plus elle est haute, c'est-à-dire plus vous avez une combustion qui est longue, meilleure elle est. Voilà. Donc ça, c'est également un élément à retenir. Ces goudrons, pour la petite anecdote, si on voulait les éliminer, il nous faudrait un pot catalytique. C'est ça, quand je vous dis qu'on allait faire régulièrement des parallèles entre votre voiture et votre poêle, et ben c'est exactement un exemple, c'est que le pot catalytique sur votre voiture, il a vocation à piéger ces HAP, parce que de la même manière que dans votre poêle, dans votre moteur à combustion, vous n'avez pas moyen de les éliminer, hormis de les piéger dans un pot catalytique. Voilà. Alors on ne va pas mettre des pots catalytiques sur vos poêles, parce que ça serait trop coûteux, et en entretien, en fait, régulièrement, il faudrait les nettoyer
et du coup vous ne le feriez pas, et au final ça ne marcherait pas bien, donc on n'en met pas. Mais sachez que ces goudrons, il faut impérativement monter en température pour qu'on en ait une proportion beaucoup plus faible. Donc il a parlé de HAP, c'est parce que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, ça vient des goudrons. Exactement. Et donc vous avez bien compris que l'objectif, c'est passer du séchage à la combustion la plus parfaite dans un temps le plus réduit possible, parce que toute la phase intermédiaire pollue énormément. Exactement. Au milieu, vous voyez bien qu'on a tout un tas de polluants, puisque c'est bien cette partie-là qui pollue le plus, même si on a un petit peu de tout en permanence. Et là, vous retrouvez les fameux HAP, vous trouvez les fameux NOx, c'est tous des termes que vous entendez parler dans la littérature et dans les journaux. Les NOx, ce sont les oxydes d'azote. Voilà, on a aussi les... Alors, je ne vais pas faire la liste exhaustive parce qu'on n'est pas là en cours de chimie, mais vous avez les PM, surtout que vous entendez très souvent parler des PM, c'est les particules fines. Et dans cette nappe de brouillard qu'on a vue tout à l'heure, il y en a tout un paquet de particules fines. Ces particules fines, ils ont des tas de tailles différentes. Aujourd'hui, on étudie beaucoup les 10 micromètres, les 2,5 micromètres et les 1 micromètre. Si on revenait à un exemple de la télévision tout à l'heure, ça me donne l'idée. Tu as fait un bulletin météo, si tu nous faisais ça sous forme de jeu vidéo. Si tu essayais de nous faire deviner un peu des jeux vidéo, il y en a plein là, tu pourrais nous trouver qu'est-ce que tu pourrais jouer comme jeu vidéo. Tu aurais juste peut-être pu m'en parler avant, quoi. Ah bah oui, mais écoute. Peut-être autre chose qu'un jeu vidéo, non? Peut-être plus un jeu télé, pardon, excusez-moi. Télé. Un jeu télé. Alors, tiens, si. J'ai une idée. J'ai ça, là. Oui, bien sûr. Vas-y. Face à face en 21 points. Question pollution. Je suis un composé organique qui appartient à la famille des hydrocarbures aromatiques monocycliques, polluant cancérigène pour l'homme, émis majoritairement par le secteur résidentiel en raison de chauffage au bois. Mes émissions ont été réduites de 71% de 2000 à 2015 et sa concentration est aujourd'hui bien maîtrisée, ne dépasse plus les seuils réglementaires. Composé d'un phényl auquel on a retiré un hydrogène, ma formule brute est le C6H6. Je suis. Stéphanie de Monaco? Non, je suis C6H6, c'était pourtant simple. Le benzène, oui. Oh là, c'est merveilleux. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de chimistes dans la salle. Qui connaissait le benzène? Personne, vraiment? En tout cas, on ne me l'avait jamais décrit comme ça, c'était merveilleux. On garde aussi. Bon, en tout cas, on va pas tous les faire comme ça. T'es sûr? Ouais, je pense qu'on va pas tous les faire comme ça. On va expliquer 2-3 petites choses quand même sur la chimie et sur les polluants. En prendre 2-3 qui sont importants. Donc, comme Julien l'a déjà fait tout à l'heure, le parallèle maison-voiture, on s'aperçoit, quand vous lisez un petit peu les polluants, qu'on a les mêmes, parce qu'on a bien une combustion. Et on a un peu les mêmes façons de faire pour essayer de... Enfin, pas toujours la même façon de faire, mais quelques-unes sont les mêmes pour essayer de les éliminer. Les particules fines, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à bien éliminer parce que dans ces fameux 50% de gaz, il y a beaucoup de particules fines. On arrive bien à les brûler. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez un poêle, enfin plutôt une cheminée ouverte dans les années 2000, enfin en tout cas une cheminée ouverte sur un hiver entier là dans la vallée. Vous allez produire 92 kilos par saison de chauffe de particules fines, de 10 micromètres on va dire, sur la saison. 92 kilos. Vous passez à un poêle performant actuel, on en parlera tout à l'heure de tous ces poêles, vous pouvez passer à 3 kilos. Voilà, donc la diminution de pollution est gigantesque. Si tout le monde avait un poêle performant, déjà, on limiterait énormément la quantité d'émissions de particules fines. Par contre, du coup, il y a un truc qui me questionne un peu, parce que du coup, parmi les polluants, je vois le CO2. J'ai l'impression que le CO2, en tout cas émettre du CO2 à notre époque, c'est pas non plus tellement top. Du coup, on continue à faire la promotion du... Enfin, est-ce que tu peux en dire deux mots? Ça interroge quand même de voir que parmi les émissions de polluants, on rejette du CO2. Alors, le CO2, effectivement, c'est un des gaz émis lors de la combustion, puisque de toute façon, il y a beaucoup de carbone. Connu pour son effet sur l'effet de serre. Quoi. Et voilà, qui est déjà un gaz à effet de serre, et puis qui est le carbone. Le bois a beaucoup de carbone dans le bois, donc forcément, dans l'hiver, toute une grosse quantité.
Tout simplement parce que le CO2, effectivement, il est émis lors de la combustion, mais le CO2, il est aussi repris lorsque l'arbre va grandir par un phénomène physico-chimique quand même qui est assez connu, qui s'appelle la photosynthèse, et qui nous permet de dire que le bilan carbone sur un certain nombre d'années est neutre. Hein. Donc c'est la formule, je ne sais pas si certains la connaissent ici, la formule de la photosynthèse, c'est 6 dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau, plus de l'énergie lumineuse, ça crée du glucose et de l'oxygène. Donc il y a bien une création d'oxygène, et le glucose, c'est le nutriment de l'arbre. Donc c'est bien ce terme de bilan carbone neutre qui nous permet de dire que le bois est bien une énergie renouvelable, et il faut bien faire la distinction entre la production de CO2 et la production de polluants. Tous ces tas de polluants, dont certains on ne peut pas éliminer, hein, les fameux HAP par exemple, c'est compliqué. Juste peut-être une petite chose, c'est que là on parle de bois bûche, mais sur des grosses chaufferies bois qui ont des filtres, on arrive à éliminer du coup les HAP, on arrive à éliminer encore beaucoup plus de polluants. Et là on est vraiment dans... La virgule. Ouais, la largeur du trait. Le trait, je sais pas, autre chose. La largeur du trait. La largeur du trait. Pardon. Très bien. On est sur la largeur du trait. Sur l'autre partie qui pollue, hein, c'était bien les entreprises, mais là, enfin les industries, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors peut-être quand même, ces polluants, bon là c'est un peu une partie chimie, c'est un petit peu peut-être un petit peu moins rigolo, technique, tout ça. Peut-être parler de quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Moi, je voulais aborder, avant de finir cette partie, d'un sujet plus sympa. Je voulais parler du cancer. Le cancer et autres problèmes d'asthme, cardiaque aussi. Aujourd'hui, on a évalué, enfin l'OMS évalue, et Santé publique France surtout pour la France, à en gros 40 000 morts un petit peu avancées à cause de la pollution de l'air. Donc on n'est pas du tout sur de la fameuse virgule là, on est sur quelque chose d'important. Les études ne cessent de croître sur plein de polluants. C'est pas pour rien que Atmo augmente en permanence la surveillance de plein de polluants. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de polluants qui sont très très néfastes pour la santé, hein, depuis le nourrisson jusqu'à l'homme adulte. Donc je ne vais pas faire la liste exhaustive ici, mais on a vraiment beaucoup de problèmes, et surtout des problèmes qui sont de plus en plus récents, enfin, sur lesquels on commence à avoir des informations. Je crois qu'on a bien compris que ce qu'on va raconter ce soir, ça a son intérêt. Hein. Par contre, tu as quand même un petit peu plombé l'ambiance. Oui, c'est vrai. Ouais, je vous propose à tous de faire un petit intermède justement poétique en musique. Simplement pour vous rappeler de façon amusante que la filière bois, ce n'est pas que le bois énergie. Et donc je vous propose effectivement une petite mise en scène cocasse quand les essences s'enflamment. Jingle s'il te plaît, Mio. Tiens, ça fait longtemps que t'es là, toi? Je t'avais même pas remarqué. Une bonne vingtaine d'années quand même. Moi, je t'avais bien remarqué, par contre. Normal. Un chêne, ça ne passe pas inaperçu. Rapport à sa taille, sa majesté, sa grandeur, ses frondés... Non, mais c'est surtout que tu me fais de l'ombre. Au sens propre du terme, bien sûr, parce que pour le reste, sache qu'un être ne fait jamais de complexe. Ah oui? Et toi, tu fais dans quoi? Dans l'armoire normande? L'horloge comtoise? Le buffet savoyard? Non, moi, ça serait plutôt bûchette, granule ou plaquette. Granule ou plaquette? Quesaco? Du bois de chauffage, pardi. Oh ben bravo! Super comme perspective. Matériaux de combustion. On croit rêver. Comment ça, on croit rêver? Quoi, on croit rêver? Je suis considéré comme le bois de chauffage par excellence, je te ferai dire. Je te donne une belle flamme avec de bonnes braises, presque pas d'étincelles. Et en outre, j'ai un très haut pouvoir calorifique. Mon apport énergétique est... Tu as l'existence éphémère et la fin pathétique. Charbon de bois. Moi, lorsqu'on me transforme en meuble, on me choisit pour la beauté de mes veines et de mes nœuds. On me nourrit au brou de noix. On me
caresse du regard et du geste pendant des décennies. Et lorsqu'on me revend, c'est à prix d'or auprès des antiquaires les plus réputés. Et je ne te parle même pas des charpentes des édifices les plus prestigieux. Du bois d'œuvre qu'on appelle ça. Alors, avec des granules... Peut-être, mais n'empêche que moi, mon odeur est tellement appréciée que c'est du hêtre qu'on choisit pour le fumage des denrées alimentaires les plus fines. Ça t'embouche un coin de table, hein. Y a pas que toi qui connais du monde. Alors quand l'argument ultime, c'est de faire dans le hareng-sort ou le saumon de Norvège, c'est qu'on n'a plus qu'à se taire. Oh, Ster, le jeu de mots tout pourri qui pue l'humus. Tu veux vraiment qu'on en vienne au branche, dis? C'est ça que tu veux? Mais tais-toi donc, Minus, être inférieur. Mes ancêtres ont connu Saint-Louis, moi, monsieur. Oui, allez bien, ils ont connu Jeanne d'Arc du Blanc. Ah, mais c'est celle qui s'est éteinte bien avant. On se calme. Ouais. On a besoin de tout le monde, du bois d'œuvre, du bois énergie, tout le monde à sa place. Minable. Bien. Ils nous ont mis plein de choses sur notre scène, t'as vu? Ouais. Donc peut-être que tu peux nous... Une troisième partie. Voilà. Troisième nous aborder. partie, parce que quand même, là, on a dit que ça pouvait polluer, on a dit que ça pouvait surconsommer. On est là quand même pour vous dire, et pour terminer sur comment faire pour ne pas polluer et ne pas surconsommer. Ça vous a été un petit peu évoqué déjà, un peu depuis tout à l'heure. Une des premières choses à faire, on va y revenir, il n'y a pas forcément d'ordre. Nous, on a mis un ordre, mais il n'y en a pas forcément. C'est déjà de choisir un matériel performant. Pour la petite anecdote, quand vous allez chez votre vendeur de poêles, de chaudières ou d'inserts, vous allez peut-être entendre parler de poêles à double ou triple combustion. Si j'ai été ou si on a été suffisamment bon, vous comprenez à quoi sert la double combustion en réalité, c'est-à-dire par rapport aux poêles anciens où on avait effectivement qu'une seule arrivée d'air primaire là où se faisait la flamme, enfin en tout cas où il y avait le bois qui était entreposé. Maintenant, effectivement, quand on a compris qu'il y avait la combustion des gaz et que ça se faisait plutôt au niveau des flammes, on a tendance effectivement à avoir du matériel, enfin c'est pas on a tendance d'ailleurs, tout le matériel moderne sont conçus avec de la double de combustion, un arrivée d'air primaire à l'endroit où il y a effectivement le bois et un air secondaire qui en plus est préchauffé puisqu'il passe à l'arrière de votre poêle, de votre cheminée, de votre insert et il vient ensuite être injecté où il y a la flamme pour améliorer la combustion des gaz de combustion. Voilà. Donc ça c'est entre guillemets une petite parenthèse pour bien comprendre ce que c'est que la double ou la triple combustion. Et de permettre de toujours avoir dans ce fameux triangle l'oxygène qu'il faut. Voilà, c'est pour brûler les effectivement, gaz. on manquait d'oxygène en fait dans le précédent matériel, on manquait d'oxygène au moment de la combustion des gaz de combustion, donc c'est pour ça qu'on a ramené cette double combustion. Donc un matériel performant, c'est généralement un matériel à double ou triple combustion. Voilà. C'est comment on va le reconnaître aussi, et Wilfried l'a un peu évoqué tout à l'heure, un matériel performant, c'est un matériel avec un haut rendement de combustion. Alors le rendement de combustion, ça se calcule, c'est relativement simple, c'est la fameuse formule de Siegert. Bon, là, on va pas s'attarder, c'est connu quand même. Hein, donc, Ouais. ouais. On passe. En gros, je la fais court, ça va être plus simple, c'est la quantité de ster de bois que vous mettez dans votre foyer par rapport à la quantité d'énergie qui en ressort. Alors ça a eu un impact, Wilfried vous l'a dit tout à l'heure avec son exemple sur les cheminées ouvertes, hein, sur l'impact sur les émissions de polluants, ça a aussi un impact sur votre porte-monnaie ou vos muscles et votre sueur si c'est vous qui faites le bois, c'est que le rendement a un impact direct sur la consommation de bois que vous allez consommer. Alors juste de façon très illustrée, mais ça a cet avantage d'être très parlant, si on a un poêle parfait, un poêle, une chaudière, un insert, peu importe, parfait, avec 100% de rendement. Je vous rassure, ça n'existe pas. Enfin, je vous rassure ou pas, d'ailleurs, c'est pas le terme. Rassurant. Ça n'existe pas. Voilà. Mais dans ce cas parfait, il nous faut à peu près 1 kg de bois pour produire 4 kWh. Alors, cette notion de kilowattheure ne parle pas forcément à tout le monde, mais en gros, c'est votre petit radiateur électrique qui va tourner pendant 4 heures. Donc voilà, 1 kg de bois va vous permettre de remplacer un petit radiateur électrique pendant 4 heures. Ça, c'est dans le cas d'un matériel totalement parfait qui n'existe pas, voilà, malheureusement. Dans le cas d'un matériel très très performant, et on ne se sert pas de ce type de matériel pour se chauffer, c'est le poêle Rocket qui a une conception particulière qui permet d'avoir un niveau de rendement de l'ordre de 90%. Là, on est plutôt vertueux, voire très vertueux. Au lieu d'1 kg pour ces 4 kWh, il va nous falloir 1,1 kg.
ça va. On peut s'offrir 0,1 kg en plus, ça ne va pas trop nous fatiguer si c'est nous qui les faisons. Par contre, plaçons-nous dans le cas de la cheminée ouverte qu'a évoqué Wilfried tout à l'heure pour y revenir, ou le vieux poêle en fonte, avec un rendement de 20%. Pour obtenir ces 4 kWh, il va nous falloir 5 kg de bois. Voilà. Donc là, par contre, si c'est vous qui les faites, ou même si vous faites livrer et que c'est vous qui rempilez la bûche, ça n'a plus la même impact, et y compris en euros. Alors, si, à travers ce propos, je suis arrivé à vous convaincre d'opter pour un matériel performant, est-ce que on peut bénéficier, parce que ce n'est pas forcément donné, ce type de matériel, faut compter à peu près 5-6 000 € avec la pose. Est-ce que, Wilfried, tu peux nous indiquer comment à la fois reconnaître un matériel performant et comment être aidé au changement de poêle? Alors oui, donc les pouvoirs publics ont depuis déjà maintenant quand même plusieurs années œuvré pour essayer de favoriser le remplacement des poêles. Vous avez sur toute la vallée de l'Arve ce qu'on appelle un plan de protection de l'atmosphère qui a engendré un certain nombre d'actions, dont une action, c'est ce qu'on appelle le fonds Airbois. Donc voilà, ce fonds Airbois, c'est super parce que c'est 2 000 € d'aide maximum, 50% maximum du coût de votre équipement, et puis c'est cumulable avec d'autres aides. Voilà. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça s'arrête dans 2 mois. Ça, c'est un petit peu moins bien, voilà, mais vous avez encore 2 mois. Mais on revient à une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a d'autres aides, bien sûr. Mais maintenant, on l'englobe, le chauffage, avec toute l'isolation de la maison. Donc il existe toute une action qui s'appelle MaPrimeRénov', je ne sais pas si certains en ont entendu parler, qui permet effectivement d'avoir tout un tas d'aides au cas où vous essayez de faire toute une rénovation énergétique de votre bâtiment et dans lequel on peut tout à fait acquérir un poêle performant, en tout cas un système de chauffage performant basé sur des ENR, des énergies renouvelables. Voilà. Donc ça c'est bien. Vous avez aussi tout un tas d'autres petites aides. Vous avez, alors parce que là, cette aide, elle n'est valable que dans la vallée de l'Arve, elle n'est pas valable par exemple sur le Gifre. Et ici, il y a peut-être des gens du Gifre. Mais il existe aussi des certificats d'énergie, il existe tout un tas de petites aides aussi. Il y a certains territoires aussi qui mettent eux en place une petite prime aussi. Donc il faut aller directement regarder par exemple à Innoval où ils vont pouvoir vous fournir tout ça. Et puis vous avez un petit site fer.gouv.fr sur lequel vous avez un outil qui s'appelle Simulaide et qui va vous permettre en fait de simuler vos aides parce que tout ça c'est souvent lié à vos revenus et aussi au lieu sur lequel vous habitez. Donc tout ça pour faire quoi? Pour bien sûr se débarrasser de son vieux poêle ou de sa vieille cheminée, parce que quand on parle de poêle, c'est aussi un insert performant, ça existe. Il y a même des gens qui veulent des cuisinières, par exemple, et ça existe aussi des cuisinières relativement performantes. Alors comment on fait? Eh bien, il existe un label qui s'appelle Flamme Verte, avec tout un tas d'étoiles, et le Flamme Verte 7 étoiles, le 7. Le 7, pas comme ça, mais le 7. 7 étoiles, c'est le plus performant. Il existe plusieurs centaines de poêles très performants qui ont le label Flamme Verte 7 étoiles. Ce label, c'est tout un tas de bureaux d'études qui vont certifier ces poêles-là, qui vont faire des tests et qui vont les certifier. Et ces bureaux d'études, ils sont un peu partout en Europe. Il y en a au moins 4 ou 5 qui sont un peu partout. Si vous avez besoin d'avoir le maximum de primes, il faut être sur de la Flamme Verte 7 étoiles. Si vous avez vraiment eu un coup de cœur sur un poêle que vous ne trouvez pas dans les listes label Flamme Verte 7 étoiles, vous pouvez aller sur le site de l'ADEME parce qu'il existe certains équipements qui n'ont pas encore été labellisés parce qu'il y a tout un processus, mais que l'ADEME a déjà placé comme étant un poêle performant. Et si vous avez dans la liste de l'ADEME ce poêle, vous pouvez l'acheter et vous aurez les subventions. Et puis surtout, vous polluerez moins et vous travaillerez moins à faire votre bois. À la benne, les vieux poêles. À la benne. Alors du coup, quand on a pris cette décision d'effectivement changer son matériel, qu'on s'est renseigné pour voir un peu les aides sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire cette démarche, on a fait une première étape, mais il va aussi falloir choisir son poêle en termes de dimensionnement. Voilà, ça c'est une notion qui est également importante, c'est le choix de la puissance nominale. Quand je parle de dimensionnement, ça veut dire choix de la puissance nominale. En gros, si je continue à faire un parallèle... Il aime les termes techniques, puissance nominale. Oui, mais c'est pour essayer d'en raconter un peu.
pour me placer un petit peu au-dessus de toi. Voilà. Puissance nominale, c'est un peu, si je continue le parallèle avec les voitures, c'est la puissance de votre voiture, la 75 chevaux, 130 chevaux, etc. C'est un peu, elle peut développer plus de puissance que 70 chevaux, elle peut en développer moins, mais la puissance à laquelle elle est conçue pour rouler et pas surconsommer ou pas surpolluer, c'est 70 chevaux. En gros, quand vous êtes en sur-régime ou en sous-régime, bah, vous polluez et vous surconsommez. Bah, c'est la même chose pour un poêle. Sauf qu'un poêle, pour le dimensionner, il va falloir choisir. Pour bien le dimensionner, c'est pas fonction d'une voiture, ça reste un choix plutôt en fonction du poids de la voiture, etc. Là, il va falloir arriver à le dimensionner en fonction de vos besoins, de vos consommations. Parce qu'effectivement, s'il est trop gros, vous allez surconsommer. S'il est trop petit, là, vous allez avoir froid. Voilà. Et on a plutôt tendance, pour vous rassurer, comme les gens ont peur d'avoir froid, 95% du matériel est surdimensionné. Vous allez me dire, ok, c'est sympa, Julien, tu nous dis qu'il faut bien dimensionner notre poêle, sauf qu'on n'est pas forcément compétent. Alors, je vous rassure, d'une part, généralement, les professionnels chez qui vous vous renseignez, eux, ils ont cette compétence. Deuxièmement, de manière un peu rigolote, j'ai envie de dire que le calcul n'est pas non plus très compliqué. C'est un calcul relativement... On n'a qu'à faire... On n'a qu'à le faire, le calcul. Ah oui, et ils vont devenir des spécialistes. Ben oui. Après, On a mis à tu auras de la concurrence à l'épaule. Hein. On a mis les contributions Wilfried dans la première partie, on va te mettre la contribution, Julien, toi aussi. Ouais, mais pour faire quoi? Bah, on va pas Encore faire un jeu vidéo télévisé, ni de bulletin météo, mais là, ça ressemble à un petit calcul de maths. On pourrait se replonger dans l'école d'après-guerre avec le tableau noir ouvert. Ah ouais, on Et fait puis ça. tu peux nous faire un petit intitulé de calcul. Vous y avez préparé, en fait, les gars. Non, on y a pensé, Il y a mais le tableau. c'est une surprise. Le tableau est prêt, mais vas-y. Donc tu écris pour toi de gauche à droite, évidemment. Moi, je veux voir ça Là, dans le public. j'écris. Hein. Ouais, bah, tu nous poses le calcul de maths, et puis on va voir si les gens arrivent à le suivre. Attends, je réfléchis à l'énoncé. C'est le dimensionnement des poils, on est bien. Ouais. Alors, comment je vais l'appeler allez, je vais l'appeler Patrick. Tiens, Patrick. Non, Franck. Non, Patrick. Arrête de me déconcentrer, j'ai rien dit pendant ton animation, Julien Lepers. Patrick consomme 2000 litres. Il n'y a rien qui s'affiche. Là. Ah Je pense que ta crève, il faut que tu changes Ça ne marche pas du tout, Julien. Change de crête, change de Ouais. crête. Ou de dessinateur, je sais pas, l'un des deux. Attends, c'est en train d'arriver. Ok. Je l'appelle toujours Patrick. Allez. Patrick consomme 2000... Ça s'affiche ou pas, du coup? Ok. Litres de fuel, soit, parce que j'ai vu que j'avais quelques novices, 20 000 kWh. 2000 litres de fuel, c'est 20 000 kWh. Donc ça, c'est l'énoncé, c'est le problème. Et la question qui vient après, alors, la question c'est quelle devra être la puissance de son, je reviens à la ligne, poêle pour se chauffer pendant les 2000 heures les plus froides de l'année. J'écris bien. Vous avez 2h30. J'ai vu que les faillots s'étaient mis au premier rang. Moi, monsieur Ouais, Cher. non. Monsieur Cher. 50 joules. Ah, Pauline, on copie pas. Je ramasse les copies. Non, c'est pas une blague, je ramasse réellement les copies. Hein. Les gens, ils sont là. Mais... De toute façon, ceux qui n'ont pas la réponse, ils payent l'entrée. Là. Ça va durer, ouais. C'était pas gratuit. Il n'y a personne qui a la réponse. Si, je suis sûr qu'il y a la réponse. Là. À tous les spectacles qu'on fait, ils ont tous la réponse. Ah, ils ont tous. Voilà, ouais. Même le benzène, il le connaît. Allez, on l'écrit. 10 kilos. Ouais. 10 kilowatts. 20 000 divisé par 2000. Oh, l'autre, il fait son cake et il y avait 10 fois qu'il le voit. Quoi. Voilà. Lui, il est formé. Effectivement, c'est un besoin, 20 000 kWh, c'était ce que j'utilisais comme fuel. Si je ne fais pas de travaux d'isolation, si je ne change pas mes fenêtres, je vais avoir à peu près le même besoin, donc 20 000 kWh. Comme je sais que dans le coin, il y a à peu près 2000 heures pendant lesquelles je vais faire tourner mon poêle à pleine puissance, ben, je divise mon 20 000 des kilowattheures par un nombre d'heures, 2000 heures, ça me donne 10 kW. Voilà.
Savoir qu'un poêle chez un particulier, il fait effectivement entre 4 et 12 kW. Voilà, c'est à peu près la moyenne, et en gardant en tête que la plupart du temps, il est surdimensionné, pour une raison simple, c'est qu'on a peur d'avoir froid, du coup on dit qui peut le plus, peut le moins. En réalité, qui peut le plus pollue. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à garder en tête. Vous vous rappellerez de ça? Ouais. Je l'avais pas fait en répète, je me suis assez Par contre, Julien, Ouais. maintenant qu'ils savent tous dimensionner le poêle, je suis sûr qu'ils vont refaire des petits calculs chez eux là, pour encore s'améliorer. Peut-être qu'on pourrait passer à carrément... Comment s'en servir? Ah bah oui, voilà. Ok. Et on commence par quoi, en fait, du coup? Bah, peut-être déjà faire un feu. Allez, je vais chercher Ça va l'accessoire. Ouais. Christophe? Oui. T'es où là? Je te vois pas. Ouais. Tu peux nous trouver 2 personnes dans la salle. Ah, tu peux me remettre Voilà. la lumière. Alors, il va y avoir beaucoup de concurrence. Hein. Merci. Tu cherches bien. C'est quoi le profil que tu veux? Voilà, j'aurais plutôt un bac plus 4, 5. Est-ce qu'il y a des enfants là? J'ai vu qu'il y a des... Ah non, il n'y a pas de... Si, c'est un enfant. Oui, quoi. il y a des enfants. tu veux qu'on essaye de faire... Non, je sais pas, parce que bon... Si ça n'en est pas, hein. Ah, est-ce Eux, ils que... n'auront pas bac plus Vous êtes 4. enceinte, madame? On voit pas bien, là, en fait. Là, d'ici, on a l'impression qu'il y a une salle comble. Ça, vous vous rendez pas compte, hein. Alors, Non, peut-être deux profils, voilà, quelqu'un un peu manuel, un alors, qu'est-ce peu... qui veut aller faire un feu? Quelqu'un qui Tu veux venir avec percute. moi? Tu veux venir faire du feu? Tu sais allumer un feu? Bien. Non, il a pas envie. Non, faut pas aller, faut le laisser. Pas non, franchement, pas toi. Bah, Tu viens avec me moi. prends quelqu'un qui percute et quelqu'un qui percute moins, Là, on va Christophe. passer par là, on va passer par là. Ils peuvent Mais on s'aider. va pas le mettre tout seul, le monsieur, parce que c'est... Il y a un monsieur, alors qu'on va aller prendre une dame. On est dans l'entraide. Hein, une dame qui a un peu... Allez, viens avec moi. Ah bah oui, voilà. Ah ouais, mais des gens qui sont diplômés, là, regarde. Ah, évidemment, c'est bon. Alors par contre, tu me diras juste du coup lequel percute, lequel percute pas. Mais ça, pour l'instant, moi, je ne sais pas, là. Attention à la tête. On en a besoin pour la lumière. Pour Voilà. la... Ça, pour Je les les confie à techniciens, Wilfried. on l'a pas fait en répétition. C'est votre première scène? Oui. Bonne Bravo, chance. ouais. Ah non, je préférais que... Donc là, ici, mais exactement là, il va falloir faire un feu dans les règles de l'art. Et en conditions réelles. C'est-à-dire que là, on a un truc de fou, là, on a des cascadeurs et tout ici, là, et on va voir si le feu prend à l'image, là. De toute manière, on a un pompier de service dans la Voilà. salle, il y a quelqu'un qui a le SIAP, et donc on est bon. Et par contre, comme on est vraiment pas méchant, vous êtes 2 et vous allez vous entraider pour faire un feu. Alors par contre, faut pas polluer. Hein. Sachant que derrière l'anecdote et le petit travail qu'on fait là, à peu près 80%, c'est juste pour vous mettre la pression, hein, 80% de la pollution se fait à l'allumage. Ouais. Et 80% des gens qui montent sur scène se plantent. Julien, Et 80% sont ça, là. hués Ok. du public. Je te laisse ça. là. Ouais. Merci. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut là. On a failli mettre un petit piège, de mettre un petit jerrycan d'essence, on l'a pas fait. Je te dis... Non, il n'y a pas d'aide au tableau. Alors, vous avez le droit de collaborer, vous avez le droit de parler entre vous. Hein. On a des petits. On a des plaquettes, quoi. Ah voilà, il a essayé d'aider. On va tout sortir. Alors, on se tait dans la cisterne. Voilà. J'ai pas choisi le monsieur parce que je sais qui c'est. Alors juste, il y a quand même un rythme hein, dans le spectacle. C'est un petit peu, On était sur une bonne dynamique. voilà. C'est de l'entraide. Ils sont bien tous les deux. Hein. Ouais, voilà. Allez, pour faire un petit à petit. Non. Quand c'est plus, c'est le poète qui percute. On a bien fait de la monter, elle. Lui, il faisait bien, et du coup... On reste un doute par rapport à ça. Alors, le papier, qu'est-ce que ça prend là? On en met à tous les étages, comme ça on se trompe pas. C'était le journal où ils annonçaient le spectacle. J'ai regardé pour un moment, mais... Non, allez-y quoi. Voilà. Qui c'est qui a un briquet? Un briquet, bah, on va tester. Alors c'est vrai que je l'ai oublié, mais comme voilà, on regarde si ça marche. Nope. Est-ce que ça marche? Bah, on dirait en tout cas. Ah, ça c'est éteint. Il y a quelqu'un qui a soufflé dessus. Ah. Ah, ça marche pas bien. Il manque un peu d'oxygène. Si, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. C'est pas terrible. Hein. Alors est-ce qu'il va polluer, est-ce qu'il va pas polluer? Moi, je pense que ça va fumer un peu.
Quel En suspense. tout cas, belle chaleur. Hein. Belle chaleur. On est bien à côté. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air d'aller. Hein. J'ai l'impression que ça pollue pas. Moi, Et- j'aurais tendance à dire bravo. Et je pense qu'on peut effectivement les applaudir parce que c'est plutôt bien fait. Oui, on peut faire mieux, bien sûr, mais Je pense que le monsieur il s'est fait un peu. Voilà. Parasité. Il est parasité. Il était sur la bonne voie et puis madame voulait mettre un Il peu hésitait, des voies un ouais. peu. Voilà. Effectivement, en toute théorie, ça a été rappelé devant, en toute théorie, il faut effectivement faire l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors il y avait un piège, on n'a pas mis de jerrycan d'essence, mais normalement on n'est pas censé se servir du papier, surtout s'il y a quand Et même... voilà, il y avait il y a effectivement déjà un l'allume-feu, petit allume-feu qui doit vous permettre de... C'est pour ça, écoute. Voilà. Après, la combustion du papier peut être relativement polluante, mais l'esprit était là, c'est-à-dire mettre les gros morceaux dessous, les moyens dessus et les petits encore dessus. Et pour du coup faire le lien avec la théorie que vous avez vue, hein, l'objectif c'est bien sûr d'augmenter la température très très vite par le haut, ce qui fait que tant qu'ici il y a une forte chaleur, celles du dessous ne sont pas encore touchées, il n'y a que la phase de séchage à la rigueur. Hein. Donc c'est le meilleur moyen d'atteindre cette fameuse, vous vous rappelez, hein, ces 3 points qu'on avait, c'est le meilleur moyen d'atteindre le plus rapidement possible une température élevée. Très bien, merci beaucoup. D'avoir joué le jeu. Alors, d'une fois qu'on a allumé le feu, je vous ai dit, on a fait... Juste voilà. que les derniers spectacles, ils avaient quand même nettoyé après. Mais... voilà, bon. On le fera pas. Tout le monde n'a pas la politesse. T'as loupé une vocation de comic wit, si je peux me permettre. Bon, on sait faire un feu maintenant. 80% ouais, se passe au moment où on allume. Néanmoins, il faut quand même garder en tête qu'après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et normalement, la théorie doit vous permettre de ne pas faire n'importe quoi. En l'occurrence, juste un petit conseil un peu idiot. Quand on a une chaudière, Wilfried a parlé des grosses chaudières automatiques, effectivement, l'arrivée du combustible et l'arrivée de l'air est gérée en réalité par des ventilateurs et par des systèmes d'amener automatiques. Ce n'est pas votre cas. Et donc, en fait, sur les grosses chaudières, on gère la puissance en amenant conjointement plus d'air et plus de combustible. Ce n'est pas votre cas, vous allez devoir le faire manuellement. Du coup, le petit conseil que je peux vous donner comme ça, c'est si vous avez besoin de chaleur, la première chose à faire, c'est de rajouter du bois. Et si vous rajoutez du bois, naturellement, si vous avez compris toute la théorie, il faut rajouter de l'air, donc vous ouvrez la tirette, vous ouvrez l'arrivée d'air primaire. Voilà. Il ne faut pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'inverse, si vous avez plus besoin de chaleur, il faut arrêter de mettre du bois, et c'est d'une fois qu'il y aura moins de bois dans le foyer que vous pourrez baisser la tirette. Si vous gérez la puissance de votre poêle juste avec l'arrivée d'air, il y a forcément un moment donné où vous allez polluer. Typiquement, l'exemple un peu caricatural typique, c'est je vais me coucher. Et mon objectif n'est plus d'avoir de la chaleur, parce qu'effectivement, quand on dort, on peut accepter qu'il fasse un peu plus frais. Donc, j'ai plus besoin de chaleur. Par contre, j'ai envie demain matin, pour pas m'embêter, pour pas refaire tout ce montage-là, j'ai envie d'avoir quelques braises. Qu'est-ce que je fais ? Je mets beaucoup de bois dans mon poêle et je coupe le tirage. Erreur manifeste, vous avez à la fois beaucoup de combustible et très peu de comburant, donc vous allez polluer. Voilà. Donc, il y a quand même, après la phase d'allumage, quelques petites choses à garder en tête et à avoir en tête. Alors peut-être qu'on peut quand même aussi parler de la qualité du combustible, parce que ça en fait partie. Là, on a du bois bien sec, mais ce n'est pas toujours le cas. Le bois sec, je ne sais pas si certains voient un petit peu, on parle de 20% de taux d'humidité. 20% de taux d'humidité, c'est bien. C'est un bois qui a séché 2 ans en général. Alors on va reparler un petit peu de ces moyens de séchage. Et ce qu'il faut retenir peut-être quand même, c'est que le séchage du bois coûte, en général, on dit que ça coûte 8 € du ster. Donc il ne faut pas chercher, il ne faut pas être rapia. C'est 8 €, quoi qu'il arrive, vous allez les payer. Si soit vous brûlez du bois humide et vous allez mettre plus de bois, c'est-à-dire que ça va vous coûter plus cher et vous allez les payer, ces 8 €. Soit vous mettez du bois bien sec, et c'est soit le professionnel auquel vous allez vers lequel vous allez vous retourner pour acheter du bois, et ben lui il aura entreposé son bois, etc. Il aura séché tout ça et ça aura coûté 8 € que vous allez payer. Soit vous le faites vous-même. Alors comment on sèche du bois? J'imagine qu'il y en a plein qui le savent. Hein. Déjà il faut l'isoler du sol. Hein. Vous essayez de mettre sur une palette, sur n'importe quoi, mais pas à même la terre. Donc il est bien isolé du sol, bien empilé. Et puis vous le couvrez
avec un débord. Hein. Si vous mettez des tôles, il faut qu'au moins il y ait un bon 30 cm de chaque côté. Et puis surtout une bonne ventilation. Donc déjà le lieu, hein, si possible un lieu ensoleillé, mais surtout bien ventilé. Pas dans un garage du coup. Voilà, en fait, effectivement, le moins possible en intérieur au début. Et puis vous allez le laisser sécher entre 18 mois et 24 mois, c'est-à-dire entre 1 an et demi et 2 ans. Et surtout, bien penser aussi à le rentrer un petit peu avant de le mettre dans le poêle. Et là, vous aurez un combustible de qualité. Soit vous le faites vous, soit vous l'achetez déjà sec. Quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est qu'il existe une norme NF Bio. Ah oui, si, tous les dessins étaient faits. Une norme NF Bio, c'est une norme qui permet de travailler à la fois qui est sur la qualité du combustible, mais à la fois sur l'humidité, mais aussi les essences. Hein. Vous avez 5 essences, charme, hêtre, frêne, érable, et qui sont compris là-dedans, et ils garantissent un taux d'humidité de 20%. Donc quand vous achetez du bois bûche NF Bio, ça veut dire que là, vous avez un très bon combustible. Il existe aussi France Bois Bûche, alors c'est décliné en Rhône-Alpes Bois Bûche. C'est pas exactement pareil, l'objectif là, c'est de sensibiliser à la qualité du combustible. Ils vous affichent un taux d'humidité, mais ne vous garantissent pas ce 20%. C'est-à-dire qu'ils vont vous afficher si on est à 40, à 50, et puis c'est à vous de prendre vos responsabilités. Ou à 20. Ils peuvent vendre du bois. Oui, à ils peuvent 20. aussi en vendre à 20, mais je veux dire, En fait, ils doivent vous afficher ils le taux d'humidité. le fait de vous dire à quel taux ils vous le vendent. Oui. Quoi de plus peut-être concernant le séchage? Peut-être que certains savent comment on reconnaît du bois sec. Est-ce que certains savent? Bon, oui, la couleur, souvent, hein, déjà peut-être quand même le champignon. Hein. Si vous avez du champignon, de la terre, des tas de choses, souvent c'est pas très sec hein, quand même. Hein. Donc déjà ça on élimine. La couleur, ça c'est souvent une couleur beaucoup plus pâle. Le son, hein, on tape 2 bouts de bois et il y a un son très... qui résonne. Qui résonne. Et si l'écorce s'enlève hein, sur un bois très sec. Donc ça permet d'évaluer un petit peu tout ça. Je crois que je vous ai un petit peu près tout dit. Effectivement, on peut dire 2 mots aussi sur l'achat, c'est plus pour l'anecdote. Hein. On a parlé de ster hein, au cours de la conférence. Sachez que le ster est une unité illégale depuis, je ne sais plus, 1960, je crois. On devrait ne plus l'utiliser et on devrait parler de mètres cubes apparents de bois. Comme pas grand monde parle en mètres cubes apparents de bois, il y a quand même l'intérêt d'en dire 2 mots. Quand vous achetez 10 stères de bois, ce qui se passe chez le producteur de bois bûche, il va vous prendre 10 stères de bois en 1 mètre, donc un volume de 10 mètres de long par 1 mètre de haut, 2 bûches en 1 mètre, mais vous allez le demander en 33 ou en 50 de long, ou parfois même en 25. Lui, il va ensuite redécouper toutes ces bûches en 1 mètre, il va les redécouper en 25 si vous avez commandé du 25, ou en 33, il vous les livre, et vous, quand vous réempilez, vous dites, mais j'ai plus mes 10 mètres de long par 1 mètre de haut par 1 mètre de côté. Ce qui est normal, en réalité, 10 stères n'est valable que quand on parle avec des bûches en 1 mètre. Voilà. Or, quand vous les recoupez en 33 ou en 50 et que vous les réempilez, comme vous pouvez plus facilement les réempiler et limiter l'air à l'intérieur, vous avez visuellement moins de mètres cubes apparents de bois. C'est pour ça que normalement, l'unité devrait être le mètre cube apparent de bois. Voilà. C'est pour ça aussi que quand on vous livre 10 stères et que vous le réempilez, vous n'avez pas visuellement 10 mètres cubes apparents de bois, vous en avez normalement 8. Donc voilà, il faut retenir que le fournisseur de bois n'est pas forcément un voleur. Voilà. C'est juste ça. Ouais. Alors peut-être qu'on peut faire une petite synthèse quand même de tout ce qu'on a vu là. En bonne pratique, ouais. Sur les bonnes pratiques, l'objectif c'est pas de vous forcer à tout faire. Hein. Vous allez piocher là-dedans. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on prend le point de départ qui est un foyer ouvert, même s'il y en a de moins en moins quand même ces foyers ouverts, mais si on part du foyer ouvert dans lequel on va mettre du bois, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que d'une part, on va pas mal polluer. Hein. Là, vous avez une petite pipette, un petit tube à essai, vous savez, ça fait chimie, ça. Hein. C'est nous qui l'avons trouvé, ça. Donc ça, vous voyez que c'est rouge, là, de manière très importante. Ça veut dire que le niveau de pollution est très élevé. On l'a vu tout à l'heure, hein, les fameux 92 kg de particules fines qui peuvent être réduits à 3. On a aussi une température qui est relativement faible. Vous avez vu que pour avoir la même température, il va falloir mettre beaucoup plus de bois. Donc c'est pour ça qu'on arrive au deuxième tas, enfin le tas de bois. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de bois pour arriver à une température finalement qui n'est pas très élevée et un niveau de pollution très élevé. Donc comment pallier à tout ça? Eh bien on va changer de poêle. Les aides et tout ça, on a vu ça
en long, en large et en travers. On a des primes, on a différentes choses. Il faut s'en servir et on peut aller chercher un poêle ou un insert ou une cuisinière, mais en tout cas labellisé flamme verte, cette étoile. Ça va nous permettre de polluer beaucoup moins. On voit déjà que le niveau de pollution y baisse. On voit que la température, elle augmente et surtout que le tas de bois, lui, il diminue. On va avoir besoin d'utiliser beaucoup moins de bois. Et je vous rappelle la grande courbe qu'on avait faite au début, où on se rappelait que tout le monde utilisait du bois. Hein, la quantité de bois, les surfaces forestières diminuaient jusqu'à 1850 et après ça remontait. L'objectif, c'est bien sûr d'utiliser de manière plus économe ce bois, donc aller vers une meilleure efficacité. Si on continue notre travail, on peut travailler sur la qualité du combustible. Hein, du bois bien sec, bien entreposé, on l'a vu pendant 2 ans, et ben ça nous permet aussi de diminuer la pollution encore, d'augmenter la température parce qu'on est plus efficace et du coup de diminuer notre tas de bois. On continue toujours notre travail. On va bien sûr travailler sur l'entretien du poêle. Alors l'entretien du poêle, c'est, vous le savez tous ça, parce que tous ceux qui en ont, ils le font, il faut le ramoner. 1 centimètre de suie à l'intérieur de vos conduits de cheminée, ça diminue le rendement de votre poêle et du coup ça augmente aussi la pollution. Et on arrive à la dernière phase. Alors bien sûr, je ne redis pas la même chose. On diminue encore un bon entretien, on diminue encore la pollution, on augmente la température, on diminue la quantité de bois utilisé. Et on arrive à la fin sur l'utilisation du poêle. C'est à la fois l'allumer le moins souvent possible, à la fois l'allumage par le haut. C'est aussi c'est cette façon qu'on doit avoir d'utiliser l'arrivée d'air. Et puis de savoir mettre des bûches à l'intérieur quand il faut. Donc c'est l'utilisation du poêle qui nous permettra d'atteindre vraiment d'être le plus efficace possible, c'est-à-dire utiliser le moins de bois possible pour avoir une meilleure efficacité, donc une meilleure température possible et la pollution la plus basse possible. Voilà. Si vous en êtes au 1 et que vous arrivez déjà au 2, c'est parfait. Si vous allez jusqu'au 3, c'est encore mieux. Bien sûr, si vous êtes au 5, c'est fantastique. Là, ici, ce qu'on vous donne, c'est tous les trucs et astuces pour essayer de polluer le moins possible, mais rester au bois, parce que c'est déjà mieux que tout un tas d'autres énergies, l'électricité ou autre. Ça, ce n'était pas l'objectif de la conférence. Je vous rappelle juste, avant de conclure, que je ne sais pas si certains l'ont vu, il y a ce petit fascicule avec le même petit schéma à l'arrière et plein de petits jeux de mots et qui vous permettent de tout comprendre sur le bois de chauffage. Mais maintenant, comme vous êtes des spécialistes, vous n'en avez peut-être même plus besoin. Je crois qu'il y en aura encore peut-être à la fin de la salle, donc vous pourrez vous servir. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Effectivement, je pense qu'ils sont devenus spécialistes. Et puis comme on arrive un peu à la fin de la conférence, ce serait peut-être bien de les mettre à contribution pour une petite un peu chanson synthèse. Ah oui, la lambada là. Sous forme de, voilà, une petite dent. On va pousser l'échelle. Non, une petite chanson synthèse. Pour conclure ce moment un peu avec dans la joie et la bonne humeur. Après. Il y a des questions effectivement après, ne vous inquiétez pas. Mais avant les questions, on vous propose un dernier moment en musique, tous ensemble avec nos artistes. Jingle. Tous ceux qui veulent chanter peuvent baisser le masque et chanter. Donc je ne sais pas si le bois c'est une bonne source d'énergie, mais quand même ça salit. Moi qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même un sacré merdier sur scène. Il y avait les feuilles mortes, bon, ça ramasse à la pelle. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Non, mais attendez, j'ai pas fini ma question. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous pour essayer de synthétiser tout ce que vous avez appris pendant 7 heures et demie, je ne sais pas exactement. Donc les paroles sont inscrites sur l'écran et je vous propose comme musique quelque chose que tout le monde connaît, l'hymne à la joie. Oh. Alors ? Je crois que... Okay. Ça fait fureur là. Merci, la dame a rigolé. Vous connaissez l'hymne à la joie, madame ? Oui. Oui, mais Oui, c'est vous qui l'avez composé. c'est pas ce que j'aurais dit sur ce... C'est pas ce que vous auriez voulu, mais écoutez, c'est comme ça. Non, alors est-ce que certains n'ont jamais entendu parler de l'hymne à la joie, ce qui serait quand même gravissime. C'est du rap, on sait. Vous savez qui a composé l'hymne à la joie ? Gabriel. Non, monsieur. Retourne voir David Guetta, toi. Non, l'hymne à la joie. Ah, Beethoven, merci madame.
Merci, parce que là, bon, Tu veux me faire jouer du Beethoven? tu vas jouer du Beethoven avec une guitare folk. Ouais, Moi, absolument. Moi, tu m'avais dit de jouer du Django Reinhardt. Eh ben, ça sera pas du Django Reinhardt, puis en plus, tu as oublié ta guitare manouche, donc s'il te plaît. Ça sera du Beethoven ce soir, pour nos amis, parce que tout le monde connaît l'hymne à la joie de Beethoven quand même. Oui, attendez, c'est l'hymne européen, vous êtes quand même censé le connaître autant que la Marseillaise. Dida, dida, dida. On est d'accord? Bon, alors attention. On y va, Fred? Ah, tu nous donnes la note? Non, mais ne riez pas, parce que c'est très difficile de chanter en riant. Si, riez. Non. Essaye de montrer un tout petit peu plus d'enthousiasme. On le fera façon Django Reinhardt une autre fois. C'est Beethoven ce soir. On est là, mais on est à Cluse. Au niveau culturel, c'est... Allez, hop, attention. La note. Mets-y un petit peu dans le train. Hein? Voilà, c'est bien. Puis fais-la résonner cette guitare. L'énergie voit, c'est le futur, l'avenir pour se chauffer. Très bien. Bannir les hydrocarbures et puis l'électricité. Bois, bûche, plaquettes ou bien granules, matériaux bruts ou transformés. Quelle que soit votre formule, pour le bois il faut opter. Qui met vraiment aucun cœur. Enfin, sans déconner, mais t'as vu ça comme c'est mou? Je sais pas, fais-nous un truc, une balade folk, Cabrel, quoi, je sais pas, un truc, une balade, quoi, un truc. Non, parce que là, on se traîne. Un peu. Ah ouais, on se traîne. T'as vu ce que t'as choisi pour accompagner, quoi. Oui, mais non, mais... c'est bien. Ah ouais. C'est Beethoven. Ok, attention. Énergie renouvelable aux ressources illimitées. C'est une solution durable si l'on est bien conseillé pour minimiser la pollution et son impact sur la santé. Il vous faut une bonne combustion, un poil bien dimensionné. Ça reste mou, hein. Ça reste hyper mou. Si on lui mettait des dreadlocks à Beethoven, Ouais, génial. tu sais, façon Bob Marley, tu peux nous le faire en reggae? Attention, allez, allez Fred, un peu d'entrain. Ah! Attention. Favorisez le tirage avec une bois bien séchée. Privilégiez l'allumage par le sommet du foyer. Oxygéner tous les étages du poêle de la cheminée et profiter des avantages d'une énergie décarbonée. Merci, messieurs. Au dessin, il y a la guitare, Freddy Nicolas. Vas-y, présente les... À la régie, il y a Emilio qui est là, qui nous a envoyé les bandes son. Emilio. On a été superbement accueillis. On a été très bien accueillis, même s'il n'y avait rien à manger, ils y étaient pour rien du tout. Mais alors... Il y a Jean et Sébastien, merci à eux. Merci à eux deux. Voilà, Christian nous a filmé, donc on ne sait pas ce que ça va donner. C'est bon là, tu le sens comment, Christian? Magnifique. Magnifique, très bien. Et bien maintenant, ça va être le jeu des... Christophe, non? Pardon? Personne. Ben oui, on l'a pas présenté. Oui, bon, faut... Faites En un star, quoi. honneur Le gars bien connu déjà. de soirée, Christophe Herouet et en lutte. Donc maintenant, on va rallumer la salle et puis ça va être le jeu des questions. Vous allez pouvoir vous lâcher, monsieur, je vous sens dans les starting blocks depuis. Alors juste peut-être un tout petit mot avant les questions, parce que du coup ce soir il y avait Christian Hénon, qui est le président de la communauté de communes Arve et Montagne, qui est l'un des financeurs de cette conférence, qui a malheureusement qui est cas contact et qui voulait que je dise un petit mot. Je ne vais pas lire peut-être tout son message, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais en tout cas
Il voulait juste signaler que tout ce volet animation, enfin toute cette conférence avait été financée notamment par le volet animation forestière du programme Leader, Giffre et Chablais. Et que lui, il était très partant, en fait, en tout cas, pour essayer de fournir une conférence qui soit le plus décalée, un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude. J'espère que vous aurez retenu un certain nombre de choses. Merci. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. C'était intéressant et vivant. Merci bien.